Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour ce podcast, nous allons entendre la présentation du livre Vivre en stoïcien, réflexion antique et résonance contemporaine, paru aux éditions L'Harmattan. Je laisse place à Maël Gouarzin, directeur de ce livre collaboratif qui a rassemblé 10 auteurs, présenter la séance. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue dans cet espace des éditions L'Harmattan suite à la publication donc, de ce livre Vivre en stoïcien, réflexion antique et résonance contemporaine qui est paru cet été et qui rassemble les contributions de 10 auteurs dont une partie présent aujourd'hui. Donc sur 10 auteurs, on est 6 aujourd'hui pour vous parler de ce livre. Je vais d'abord dire quelques mots et puis ensuite d'introduction et ensuite chacun pourra présenter la substance de son article, de son chapitre pour vous donner envie de le lire en entier. Donc Vivre en stoïcien, déjà quelques mots sur ce titre qui donne une bonne idée de ce qu'on y trouve et de l'inspiration finalement de ce livre, de l'association Stoa Gallica, dont une partie d'entre nous faisons partie, et des journées stoïciennes que ce livre prolonge. Vivre en stoïcien, c'est cette idée, ce point de départ, c'est les travaux de Pierre Hadot, et une conception de la philosophie antique, mais aussi contemporaine, comme manière de vivre et non seulement comme discours théorique, avec une dimension pratique et non seulement théorique à la philosophie. Donc, d'où vivre en stoïcien. Ensuite, une approche, une perspective particulière qui est celle du stoïcisme, une école parmi d'autres de la philosophie antique, qui est celle qui est au centre des recherches, des études et de ce qu'essaye de transmettre Stoa Gallica, l'association Stoa Gallica, donc, qui a été fondée en 2017, qui est une association qui vise à rassembler les personnes intéressées par l'étude et la mise en pratique du stoïcisme aujourd'hui. Et donc qui rassemble à la fois des universitaires, des personnes qui ont travaillé sur les textes stoïciens pour mieux les comprendre, et à la fois des non-spécialistes, on pourrait dire des pratiquants du stoïcisme qui ont comme objectif de vivre en stoïcien, justement, ou en tout cas de prendre certains aspects du stoïcisme pour enrichir leur propre mode de vie. Mais avec toujours cette idée donc, que la philosophie est bien un mode de vie. Donc on retrouve dans ce titre cette intention-là de présenter la philosophie, le stoïcisme en particulier, comme mode de vie, vivre en stoïcien. Et le sous-titre donne cette double perspective qui est celle aussi de l'association, de ce livre et des journées stoïciennes, à savoir réflexion antique. On part de la lecture et de la compréhension des textes antiques, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète et les anciens stoïciens également, et on essaye, une fois bien compris ces textes, de voir comment ils peuvent résonner en nous aujourd'hui pour vivre, pour mieux vivre. D'où cette double axe, réflexion antique et résonance contemporaine. Donc, pourquoi je vous parle des journées stoïciennes ? L'association Stoa Gallica organise depuis 2021 régulièrement des journées stoïciennes, des journées qui rassemblent, justement, qui nous permettent de nous retrouver entre personnes intéressées par l'étude et la pratique du stoïcisme. Et 3 éditions ont eu lieu en 2021 à l'ESSEC, en 2022 à la Sorbonne et en 2023 à Paris-Dauphine, donc 3 universités, dans lesquelles plusieurs d'entre nous sommes intervenus sur des sujets différents, en lien soit avec une meilleure compréhension du stoïcisme antique ou avec son application dans la vie quotidienne aujourd'hui. Et suite à ces 3 premières journées stoïciennes, j'ai pris l'initiative de rassembler les contributions de celles et ceux qui le souhaitaient dans ce livre. Donc d'où ce lien entre les journées stoïciennes, ces rencontres physiques, ces échanges qui ont eu lieu, et puis ce livre qui en est finalement la continuité, l'aboutissement, et en même temps un point de départ de toutes ces recherches en cours et à venir sur le stoïcisme
comme mode de vie aujourd'hui. Voilà. Je vous ai présenté un petit peu l'association, le livre, les journées stoïciennes. Je vous propose maintenant de faire le tour des différentes contributions qui font partie de cet ouvrage, à commencer par les personnes présentes aujourd'hui. Je mentionne juste ceux qui ne sont pas là. Il y a une introduction au stoïcisme qui s'appelle « Qu'est-ce que le stoïcisme ?» par John Sellars. John Sellars, qui est un spécialiste vraiment du stoïcisme, de la philosophie hellénistique et romaine de manière générale, et donc dont j'ai traduit un article assez court qui résume, qui condense ce qu'est le stoïcisme et qui sert très bien d'introduction au stoïcisme. Parmi les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, qui n'ont pas pu se joindre à nous, il y a également Michael Pichat qui a écrit un article sur la dimension, je vous retrouve le titre exact, Michael Pichat, donc, qui est psychologue et philosophe, qui s'intéresse, spécialiste de thérapie cognitive notamment, et qui est... Si je me retrouve... Oui, qui a écrit un article sur l'idée que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre opinion, notre jugement, le jugement que l'on porte sur ces événements. Et comment cette idée, tirée d'Épictète notamment et de Marc Aurèle, peut s'appliquer encore aujourd'hui dans le cadre de la thérapie cognitive. Parmi les autres personnes qui ne sont pas là, il y a Xavier Pavie, qui a écrit un article « Où penser le stoïcisme ?» Comment penser le stoïcisme aujourd'hui. Et enfin, Juliette Dross, qui était intervenue à la Sorbonne pour parler du rôle du philosophe dans la cité. Quel est le rôle du philosophe dans la cité à partir de Sénèque. Voilà, donc voilà pour les personnes, les interventions, les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Et je laisse la parole à ceux qui sont là. Voilà, en les remerciant pour leur présence, dans l'ordre que vous souhaitez. Pour moi, c'est égal. Comme tu veux. Alors peut-être on peut commencer par la partie 1, donc réflexion antique, dans laquelle il y avait Olivier et Flora. Voilà. Et je vous invite peut-être à vous déplacer ici. C'est qui va en premier dans le livre? Ah, c'est Olivier en premier. Voilà. Si c'est le destin, c'est sûr. Tu préfères que je m'assieds? Comme tu veux. Non, pas du tout. Tu peux rester debout. Vous préférez que je reste debout, peut-être? Ce sera mieux. D'accord. Alors, bon, déjà, je souhaite commencer en disant deux choses, donc en remerciant Maël ainsi que les organisateurs et membre éminent fondateur de Stoa Gallica pour ce livre, qui est un très beau livre, qui a été très bien fait, qui a réclamé énormément de patience. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est des semaines et des mois de travail. Je sais ce que ça représente, en plus un collectif, il faut courir derrière les auteurs, il faut relire. Voilà, c'est quelque chose de très contraignant. Et je trouve que c'est un très bel objet voilà, qui trône fièrement dans ma bibliothèque et qui me touche d'autant plus que c'est un projet qui est, je trouve, très excitant, très séduisant. Probablement la raison pour laquelle j'ai commencé moi-même mes études sur le stoïcisme il y a maintenant une dizaine d'années. Voilà, qui voudrait faire des études sur le stoïcisme et ne pas chercher à vivre en stoïcien. Voilà, c'est un vrai beau projet et je trouve qu'il a été mené d'une main de maître et j'espère que c'est la première pierre, le premier jalon, voilà, la suite qu'on attend avec impatience. On attend le volume 2, quoi, sans mettre aucune pression, bien sûr. Et puis, deuxièmement, voilà, cette association qui, on en parlait juste avant, enfin, que je trouve... dont le projet aussi est aussi intriguant, je dirais, pour quelqu'un qui fait de la recherche sur le stoïcisme
et qui est habitué à côtoyer les conférences universitaires, les articles, les publications scientifiques, est excitant, au sens où refaire un portique aujourd'hui. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Je suis fier et heureux et sincèrement touché d'en faire partie, de participer un peu, d'apporter ma modeste contribution, dont je vais parler maintenant. Alors, moi j'ai écrit, bon, c'est pas très original, mais un article sur la distinction fondamentale chez Épictète, donc ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Je me suis beaucoup intéressé à Épictète, j'ai publié beaucoup sur lui, de manière scientifique. Et cette distinction qui est la distinction inaugurale du manuel, à laquelle on résume souvent comme une sorte de slogan ou de mantra stoïcien tout le stoïcisme, m'a beaucoup intrigué dans la mesure où elle ne se trouve que chez Épictète. Donc il n'y a que lui qui la développe à ce point. Enfin, elle se trouvait avant chez Aristote, mais dans une manière complètement différente. Chez Épictète, on a cette distinction et on ne sait pas très bien ce qu'elle veut dire. Je me souviens quand on me l'avait enseigné en terminale, on me l'avait enseigné d'une manière qui n'était pas du tout stoïcienne d'ailleurs. Et voilà, bon, j'ai beaucoup travaillé sur cette distinction, essayé de faire ressortir ce qu'il pouvait y avoir de philosophique derrière son apparente simplicité. Et donc ma contribution visait essentiellement à montrer les aspects éthiques, pédagogiques et peut-être cosmologiques, ce que ça impliquait pour notre place, notre situation dans le monde. Et j'essayais de montrer, modestement, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, mais qu'Épictète, en fait, avait constitué cet appareil pédagogique spécialement à destination de ses élèves pour mettre en pratique le stoïcisme. Et c'est, il me semble, tout à fait en accord avec le projet même du livre. C'est-à-dire que pour Épictète, qui est professeur de stoïcisme, spécialiste de philosophie stoïcienne, très bon logicien, enfin, qui connaît Chrysippe et les anciens stoïciens par cœur, l'important c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on le pratique, comment on le met en œuvre. Il ne suffit pas de connaître les doctrines, il ne suffit pas de les réciter, mais il faut aussi pouvoir l'appliquer concrètement dans la vie de tous les jours, sans quoi les doctrines sont mortes, sans quoi elles n'ont aucun intérêt. Et donc pour les mettre en œuvre, pour les mettre en pratique, il imagine donc un appareil pédagogique, donc cette fameuse distinction qu'il expose dans le manuel avec des topoi, des lieux d'enseignement, pour justement devenir stoïcien, pour montrer comment passer de l'état de progressant à l'état de sage. Et j'ai essayé d'explorer tous ces aspects, essayer de montrer comment ça fonctionnait. Et c'était le sens de ma publication, voilà, tout simplement. J'en dirai pas plus. Si on a des questions, peut-être on en discutera après. Voilà, merci encore. Merci Olivier. À vous. Et puis, Flora, maintenant que je suis. Merci. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je renouvelle mes remerciements aussi. Pareil qu'Olivier, merci beaucoup d'avoir rassemblé tous ces textes qui permettent de voir le stoïcisme de plusieurs fenêtres différentes. Alors moi j'écris, je suis philosophe praticienne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne suis pas philosophe universitaire, mais praticienne, c'est-à-dire que j'interviens dans les organisations pour aider des personnes qui travaillent à réfléchir à pourquoi elles font ce qu'elles font grâce à une approche philosophique. Et donc je me suis assez rapidement intéressée au stoïcisme parce que précisément pour sa dimension pratique. Et ce que tu as dit à propos de Pierre Hadot résonne beaucoup pour moi, parce qu'il ne s'agit pas juste, c'est ça qui m'intéresse avec la philosophie, il ne s'agit pas juste de penser, mais aussi de pouvoir vivre en stoïcien. Et donc, moi, ce qui m'a intéressée, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, mais là, dans mon chapitre et dans le livre, je me suis intéressée aux émotions. Parce qu'on a tendance à dire, vous connaissez tous cette expression, soit stoïque ou je vais rester stoïque. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce n'est pas vivre en stoïque, c'est vivre en stoïcien. Et donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Quelle est la nuance ? Et quelles sont les idées préconçues qu'on se fait sur le stoïcisme pour continuer à dire stoïque ? Et voilà, quelle est la différence avec stoïcien ? Donc, il y en aurait une, et ça a trait justement au sujet des émotions.
Il y a comme cette idée, en fait, quand on dit sois stoïque, ne ressens rien, sois indifférent, le monde passe et toi, tu restes. Tu restes stable, on va dire. Il y a quelque chose de cette idée-là. Et ce que je trouve intéressant avec le terme de stoïcien, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose dont parle Sénèque dans différents ouvrages, qui est que le stoïcien, c'est pas qu'il ressent rien. Il ressent, mais ça passe. Et ça, c'est complètement différent que de celui sur qui les émotions ne passent même pas ou qui ne ressentirait rien. Et donc, je me suis donc intéressée à une émotion en particulier sur laquelle a écrit Sénèque, qui est celle de la colère. Pourquoi je me suis intéressée à cette émotion? Parce que probablement que c'est celle qui nous embête le plus, la colère. C'est celle qui nous met hors de nous, c'est celle qui nous déborde, c'est celle qu'on aimerait bien pouvoir dompter. On va dire que les autres nous dérangent peut-être un petit peu moins, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Sénèque a écrit là-dessus. Et donc moi, en fait, je décris dans ce chapitre de quoi il s'agit, qu'est-ce que la colère. Sénèque la décrit comme une folie dont il faut absolument se débarrasser parce qu'elle détruit non seulement les relations interpersonnelles, mais également elle a un effet totalement destructeur dans la société. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On voit en effet les effets de la colère, les villes ravagées, ça c'est Sénèque qui en parle comme ça, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez juste. Et donc, ce que Sénèque nous propose de faire, c'est de traiter la colère comme une maladie. Et si jamais on traite la colère comme une maladie, dans ce cas-là, on va pouvoir étudier les symptômes de cette maladie et se demander comment l'éviter ou comment en sortir. Et comme Olivier a parlé du discernement entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, ça va être très intéressant pour analyser la colère, puisque Épictète dit que ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps, et donc les émotions qu'on peut ressentir ne dépendent pas de nous. En revanche, ce qui dépend de nous, c'est ce qu'on va en faire. Et donc Sénèque décrit de manière assez précise cette courte fenêtre de temps pendant laquelle on a la possibilité de ne pas se laisser envahir. Alors évidemment, c'est très dur, ça demande de la pratique, ça demande des exercices quotidiens, mais c'est possible. Donc je détaille en fait la manière dont on peut arriver à se sortir de cette émotion qui nous envahit. Et puis je termine ce chapitre avec les conseils de Sénèque, donc quelques exercices spirituels. Je pense que Xavier Pavie en parle aussi dans son chapitre des exercices spirituels, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre en œuvre au quotidien pour faire en sorte qu'on change son attitude par rapport à un certain nombre de pensées et de représentations qui nous gâchent la vie, en fait. Voilà. Et si vous voulez connaître ces conseils, il faut lire le chapitre. Voilà. Et donc le livre. Et je terminerai en disant que Sénèque nous invite à un pacte d'indulgence mutuelle. Et j'aime beaucoup cette expression de pacte d'indulgence mutuelle, c'est-à-dire que c'est reconnaître que cette violence et le potentiel de cette colère, on l'a tous en nous. Et si on reconnaît qu'on l'a en nous, on peut mieux comprendre ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et peut-être bien que la manière de réduire la colère et la violence à l'extérieur de nous, ce serait déjà de regarder celle qui est en nous. Voilà. Merci Flora. Avant de laisser la parole à Jérôme, Ali et Jean-Baptiste, je me permets de présenter mon chapitre, le chapitre que j'ai écrit également. Je reprends finalement là où s'est arrêté Olivier, avec cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et la conséquence finalement sur le mode de vie philosophique stoïcien qui est ce sur quoi on va pouvoir travailler, c'est précisément ce qui dépend de nous. Et ce sont les trois lieux, c'est ce que j'ai appelé les trois lieux, les trois topoi en grec, du choix de vie philosophique chez Épictète et Marc Aurèle. Donc le point de départ de la philosophie stoïcienne, en tout cas pour Épictète, c'est cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous.
Parmi les choses qui existent, nous dit le manuel, le tout début du manuel, ou si on prend le tout début des entretiens, c'est la même chose. Épictète part dans le livre 1, chapitre 1, il parle de cette distinction. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous, jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion, en un mot, tout ce qui est notre affaire à nous. Et ne dépendent pas de nous, finalement, le reste, à commencer par le corps, les possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, en un mot, tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. Donc ce qui dépend de moi, ce sur quoi je vais pouvoir travailler, m'exercer, c'est précisément mon choix de vie, ma faculté de choix, ma proairesis, qui est un autre terme qu'utilise Épictète pour rassembler finalement ce qui dépend de moi. En particulier, ce qui dépend de moi va donc consister en 3 activités, 3 facultés de l'âme, que sont le jugement, le désir et son contraire, l'aversion, et l'impulsion à agir ou à ne pas agir, son contraire. Et ce que je suis pour Épictète, c'est cela, par opposition aux choses extérieures. Et en premier lieu, mon corps, mes possessions, mes titres, etc. Donc, de cette distinction va découler chez Épictète toute l'activité philosophique. L'activité philosophique, le travail du philosophe, va donc porter sur ces 3 choses, ces 3 activités de l'âme qui dépendent de nous. C'est-à-dire sur ses jugements, ses désirs, ses aversions, et sur son impulsion à agir. Ce sont les 3 disciplines de l'ascèse, de l'ascésis stoïcienne, de l'exercice philosophique, finalement. La discipline ou l'ascèse des jugements, tout d'abord, avec cette idée que ce sur quoi on va travailler, ce sont nos représentations, avec cette citation du manuel, chapitre 5, qui dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses », donc ce sur quoi on va devoir travailler pour éviter ce trouble, pour le diminuer, ou travailler sur ce trouble, ça va être précisément nos représentations, travail sur nos jugements. Il y a la discipline ou l'ascèse des désirs, vouloir que ce qui arrive tel qu'il arrive et non autrement. C'est ce que dit de nouveau Épictète dans le manuel, au chapitre 8, cette fois. Ne cherche pas à ce que ce qui arrive comme tu veux, mais veuille que ce qui arrive comme il arrive, et le cours de ta vie sera heureux. Et puis enfin, la discipline de l'action. Que faire, comment agir, et en particulier comment agir dans le monde vis-à-vis de tout ce qui ne dépend pas de moi, de ces choses extérieures. Donc, quels sont mes devoirs, pour reprendre le terme grec, les katekonta, c'est-à-dire ce qu'il convient de faire. Qu'est-ce qu'il convient que je fasse dans ce monde? Comment agir? À quel moment agir? Ou ne pas agir? Et c'est précisément cela que j'ai exploré dans mon chapitre, c'est-à-dire pour chacune de ces 3 disciplines, quels sont les exercices que proposent Épictète et Marc Aurèle. Et pour pouvoir présenter finalement de manière assez globale à quoi ressemble le mode de vie stoïcien. C'est donc la pratique constante de ces 3 thèmes, de ces 3 lieux d'exercice que l'on retrouve à plusieurs reprises chez Épictète, mais aussi chez Marc Aurèle. Et je terminerai juste par une citation de Marc Aurèle qui nous dit justement à quoi ressemble ce mode de vie stoïcien, à quoi il faut s'exercer quotidiennement. Partout et constamment, dit-il dans la pensée 7.54, livre 7, pensée 54, partout et constamment, il dépend de toi. On retrouve cette idée, ce concept de ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, cher à Épictète. Partout et constamment, il dépend de toi, premièrement, de te complaire pieusement dans la présente conjonction des événements, c'est la discipline du désir, de te conduire avec justice avec les hommes présents, c'est la discipline de l'action, et d'appliquer à la présente représentation les règles de discernement, afin que rien ne s'infiltre qui ne soit objectif, c'est la discipline du jugement. Et tout cela, ça demande effort, travail, mais c'est par ce travail, par cet effort, par cet exercice constant et permanent, partout et constamment, il dépend de toi, que l'on va pouvoir progresser sur le chemin philosophique. Et c'est ça que j'ai invité les lecteurs à explorer dans ce chapitre. Alors, à qui le tour?
Si on suit l'ordre du livre. Alors, si on suit l'ordre du livre, je pense à Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. C'est la transition avec la pratique, c'est ça. Alors de mon côté, moi, mon chapitre portait sur la pratique du stoïcisme. Il est intitulé « Des écoles de l'Antiquité à nos jours, comment pratiquer le stoïcisme ?» En fait, c'est une question que je me suis posée assez rapidement quand j'ai découvert le stoïcisme. C'était, tiens, cette philosophie-là, elle m'intéresse vraiment, mais comment je la mets en pratique? Si j'étais né dans l'Antiquité, il me suffisait d'aller dans la rue et finalement, Zénon donnait un cours d'éducation populaire sous le portique d'Athènes et je pouvais être saisi et rejoindre toute une communauté sociale et me mettre à pratiquer le stoïcisme en devenant un disciple stoïcien éventuellement. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il n'y a plus de communauté stoïcienne, il n'y a plus d'école stoïcienne, ou en tout cas, il n'y a plus de maîtres stoïciens. Et il y a 1700 ans qui se sont écoulés entre la fermeture de la dernière école stoïcienne à Rome et la création de la première association stoïcienne dans le monde, qui est, je crois, Modern Stoicism, ou juste avant, je crois qu'il y a aussi le collège des philosophes stoïciens, mais bref, en tout cas, 1700 années se sont écoulées entre voilà, cette formation sociale du stoïcisme et la première organisation associative stoïcienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je m'intéresse au stoïcisme et que je veux le pratiquer, eh ben, mes solutions elles sont finalement assez virtuelles. Soit je vais aller rejoindre un groupe Facebook, soit je vais aller participer à des événements en ligne, soit je vais aller acheter un des nombreux livres qui sont écrits sur le stoïcisme, je vais aller regarder des vidéos YouTube sur le stoïcisme, parce qu'il y en a énormément. Donc c'est une pratique finalement assez isolée, si on la compare à ce qui se faisait dans l'Antiquité. Et ça, pour moi, même s'il y a des associations stoïciennes qui existent, donc comme Modern Stoicism, comme Stoa Gallica aujourd'hui, on a perdu cette dimension sociale, à mon sens, du stoïcisme dans les grandes lignes. Ce qui me fait dire que la pratique du stoïcisme aujourd'hui, je la trouve un peu appauvrie. Et c'est un peu le point central de mon livre, c'est de mettre en avant le fait que la pratique du stoïcisme aujourd'hui est appauvrie parce qu'elle a perdu une grande partie de sa dimension sociale. Il y a 3 points particulièrement, il y en a d'autres dans le livre, là je peux en mettre en exergue 3. Donc la première, c'est qu'effectivement il n'y a pas de maître ni d'école de stoïcisme formellement, ce qui fait qu'il n'y a plus de cadre structurant pour pratiquer le stoïcisme. Donc c'est-à-dire quand un disciple pratique, il n'y a pas forcément d'autres personnes pour corriger sa compréhension ou sa pratique du stoïcisme. On le voit souvent, par exemple si je découvre le précepte de suivre la nature, c'est un précepte tellement large et polysémique que ma compréhension elle peut être totalement erronée et me mener sur des chemins qui ne sont pas ceux définis par le stoïcisme à l'origine. Une métaphore que j'aime bien, c'est on peut tout à fait pratiquer du sport sans aller en salle de sport, sans avoir de coach, de manière individuelle, mais on n'est pas à l'abri de faire le mauvais geste, de se blesser, on manque l'appui d'un coach. Dans la pratique du stoïcisme, qui est le sport de l'esprit, de l'âme, c'est un peu pareil. On peut faire de faux mouvements, aller sur une mauvaise compréhension des choses et mettre en soi des représentations fausses, en fait, qui vont contribuer à susciter nos passions dans le système stoïcien, donc de la souffrance, plutôt qu'un épanouissement. Donc ça, pour moi, c'est la première raison pour laquelle la pratique du stoïcisme est globalement appauvrie, parce qu'il n'y a plus cette relation structurante de l'école et du maître. Après, le deuxième point qui est la conséquence de celle-là, c'est qu'il y a une forme de sélection sociologique dans les personnes qui vont pratiquer le stoïcisme aujourd'hui. Parce que pour pratiquer le stoïcisme aujourd'hui, il faut une forme d'autodiscipline. On ne bénéficie plus de l'appui, de l'encouragement qu'une communauté peut créer. Donc c'est vraiment ça faire cette sélection sur les individus qui ont les ressources internes de pratiquer le stoïcisme, mais aussi les individus qui vont découvrir le stoïcisme parce qu'ils ont eu les bons canaux, en fait. Dans l'Antiquité, il suffisait de sortir dans la rue, du coup, et on allait sur le portique, on avait l'enseignement stoïcien et on voyait si ça nous plaisait ou pas. Mais là, il y a quand même un gros filtre, je trouve, avant d'accéder au stoïcisme à une pratique correcte. Donc c'est le deuxième point pour moi, vraiment, c'est le côté, une forme de sélection sociologique plus forte que dans l'Antiquité sur les individus qui vont pratiquer. Et le troisième point qui me fait parler d'une pratique du stoïcisme appauvrie,
c'est qu'il y a moins d'historicité au sens où même s'il y a des pratiquants de stoïcisme aujourd'hui très brillants, et j'en ai rencontré à Lausanne quand j'étais venu, certaines personnes vraiment qui ont une routine stoïcienne pendant 2 heures le matin et vont faire des méditations, de la lecture, et même sur Facebook et les autres communautés en ligne, on voit des témoignages de stoïciens très très impliqués dans leur pratique. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a aucune école, aucun maître pour enregistrer ces expériences, pour faire évoluer la doctrine de manière pratique et même théorique. Et c'est dommage. En fait, c'est des parcours individuels un peu isolés et qui ne peuvent pas fleurir dans le cadre d'une communauté parce qu'elles n'existent pas vraiment. À l'exception de Stoa Gallica, on pourra en parler. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage, je trouve, que ces profils brillants du stoïcisme ne s'inscrivent pas dans la grande histoire du stoïcisme. À l'époque, quand il y avait un Marc Aurèle, un Épictète ou un Sénèque, il avait un impact réel sur le système stoïcien, l'évolution de sa pratique et de sa théorie. Aujourd'hui, ces individus-là, à mon sens, on ne les identifie pas vraiment. Et donc ça, c'était mon constat, un peu, je veux dire, pré-sociologique, parce que ça nécessiterait, à mon sens, quand même une étude sociologique approfondie, mais c'est mon constat. Et la solution à ce stoïcisme appauvri, c'est évidemment, pour moi, de recréer des écoles, ou en tout cas des lieux de rencontre. Et c'est là où des associations, justement, comme Stoa Gallica, prennent tout leur sens, parce qu'elles vont réinsuffler cette dimension sociale du stoïcisme, qui permet de toucher plus d'individus, qui permet d'offrir un cadre structurant, qui permet de faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles pratiques par la confrontation des esprits, de manière beaucoup plus fluide, spontanée, naturelle et engageante que sur un groupe Facebook, à travers un écran, etc. Et donc, pour moi, c'est tout l'enjeu et c'est tout ce que je développe dans le livre. Donc, c'est ce temps-là, d'abord le constat pratique du stoïcisme appauvri, et ensuite cette proposition de « Ok, on a peut-être besoin d'écoles stoïciennes pour mieux pratiquer le stoïcisme, et parce que ça a une utilité individuelle et sociale, et comment, quelle forme pourrait prendre cette école, quel enseignement on y mettrait, à quel point ça serait une mise en discussion des concepts stoïciens ou plus une transmission des concepts stoïciens. C'est tout ça, je pense qu'une école pourrait faire comme travail. Et j'en profite pour faire la mini-publicité, mais c'est dans cette logique-là que j'ai, avec Olivier qui est là, qu'on a essayé de fonder un cercle de pratique, de réflexion et d'échange du stoïcisme à Paris. Et voilà, ça s'inscrit vraiment dans cette volonté de voir ce que peut devenir le stoïcisme en créant cette structure un peu sociale. Voilà, donc tout ça est dit dans le livre, et j'en profite aussi, je ne l'ai pas dit, mais pour remercier Maël pour ce travail de mise en commun de toutes les contributions. J'ai vu tous les échanges de mails sur 1 an, 2 ans, à quel point c'était beaucoup de travail. Voilà, merci. Merci Jean-Baptiste. Alors, ma contribution, déjà, je remercie Maël d'avoir fait cette compilation. Aussi, j'ai vu tous les mails qui étaient faits. Ça fait quand même beaucoup de travail pour tout compiler. Alors, ma contribution dans ce livre, c'est vraiment une sorte de retour d'expérience de plusieurs années de pratique du stoïcisme. Donc, qu'est-ce qui m'a amené au stoïcisme? Je ne suis pas philosophe de formation. Je suis ingénieur de formation. Je suis désolé, les philosophes qui sont ici. Les philosophes adorent se concentrer sur les problèmes. Moi, en tant qu'ingénieur, j'adore me concentrer sur les solutions. Caricature. On veut juste s'assurer que ce sont les bons problèmes. C'est ça, exactement. Donc, en fait, j'ai découvert le stoïcisme parce que j'étais à la recherche une question qui était dans ma tête, c'est comment mieux vivre, comment bien vivre globalement, mais comment mieux vivre, comment mieux affronter la vie, comment faire face à les difficultés qu'on reçoit de droite, de gauche, en bas, en haut, partout, derrière, oh là là. Donc vraiment, c'est ça qui m'a attiré dans le stoïcisme, c'est qu'il y avait des solutions. Ils essayaient de répondre à ces problèmes-là, les problèmes que j'avais moi, ils essayaient d'y répondre. Et j'ai été tout de suite accroché par ça, par le fait qu'il disait, en fait c'est possible de mieux vivre. Et il y a des moyens de mieux vivre. Et les moyens qu'il donnait, c'est ce qu'on appelle les exercices stoïciens, les exercices spirituels, dont je parle dans mon article. Et par exemple, si je peux donner un exemple d'exercice qui reste avec moi, parce qu'il y en a plein, une
énormément. Mais il y en a certains qui sont toujours avec moi encore aujourd'hui. C'est par exemple le retournement de l'obstacle. C'est-à-dire que lorsqu'on a peur de quelque chose, il y a un événement à affronter, en fait, ça nous bouleverse. On a peur, il y a quelque chose qui dit « j'ai pas envie ». Et en fait, le retournement de l'obstacle, c'est dit, il y a un obstacle, en fait, c'est l'occasion de voir comment est-ce que je vais faire pour contourner, pas juste pour contourner, pour l'affronter, même aller de l'avant. C'est que c'est un problème, mais en fait, c'est pas juste un problème qui va me faire mal. Non, en fait, c'est un problème qui va me permettre d'aller mieux. C'est que moi, j'ai mon article à présenter, j'ai pas envie, ah là là, il y a du monde, oh là là, c'est compliqué. Mais non, en fait, c'est l'occasion pour parler de ce que j'ai fait, de comment le stoïcisme m'aide à mieux vivre tous les jours. Et ça, c'est un des exercices qu'on peut pratiquer tous les jours. On est devant quelque chose qu'on n'a pas envie d'affronter, mais en fait, on y va avec encore plus d'acharnement parce on sait que c'est ça qui va nous apprendre à mieux vivre. Et ça, c'est ce que j'essaie de transmettre dans cet article-là. Et à la fin de l'article, je parle aussi globalement retour d'expérience et quelles sont les choses dans mon expérience que j'ai trouvées un petit peu problématiques, un petit peu difficiles. Comment est-ce qu'on peut potentiellement mettre à jour le stoïcisme pour que ça soit mieux, on va dire, dans l'espace contemporain, ce qu'essaie de faire Stoa Gallica, parce que Stoa Gallica, c'est stoïcisme contemporain. C'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vivre un certain stoïcisme, sûrement pas le stoïcisme antique, c'est-à-dire le stoïcisme d'il y a 2000 ans. Depuis 2000 ans, on a appris énormément de choses au niveau scientifique, au niveau psychologique, plein de choses. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire mieux, pour aller mieux, pour mieux vivre, pour mieux affronter les choses, pour être là pour aider les autres, pour s'aider soi-même. Voilà, c'est ça qui était vraiment important pour moi, que j'ai trouvé dans le stoïcisme et que j'essaie de partager dans cet article. Voilà, merci beaucoup. Merci Ali. On termine avec Jérôme Robin. Écoutez, copains de thèse, amis de la sagesse, merci d'être venus aussi nombreux et nombreux à cette rencontre. Donc, je me prénomme Jérôme Robin, comme vous l'a indiqué Maël. Je suis progressant stoïcien depuis 2014, membre fondateur de l'association Stoa Gallica en 2017, co-organisateur et animateur d'ateliers aux journées stoïciennes 2021 et 2023, et contributeur à l'ouvrage Vivant stoïcien, avec l'article Le covoiturage, une philosophie de vie stoïcienne en 2024. J'en profite d'ailleurs pour remercier Maël d'avoir retenu ma contribution pour ce livre. Venant pas du tout d'un cercle philosophique, je suis content que mon travail ait été suffisamment jugé bon pour être incorporé avec des gens aussi prestigieux que ceux qui sont sur la gauche. Je vous propose, dans les quelques minutes qui me sont imparties, de vous donner quelques clés de compréhension de la genèse de cet article. Les anciens stoïciens, estimant que la vertu pouvait se manifester dans les plus petites choses, détaillaient volontiers à l'extrême les obligations de l'individu et visaient par les prescriptions, en fait, les diverses circonstances de la vie de tous les jours. Épictète nous l'indique en introduction du livre 3, chapitre 10 des Entretiens. Chaque fois qu'apparaît le besoin d'un jugement particulier, il faut l'avoir sous la main. À table, ceux qui concernent la table. Au bain, ceux qui concernent le bain. Au lit, ceux qui concernent le lit. Comme Épictète nous demande d'avoir ses prescriptions et ses jugements sous la main, il n'est pas surprenant de trouver une liste particulière au chapitre 33 du manuel, avec par exemple celle-ci en 11e position. Aux lectures publiques faites par certains, ne te présente ni au hasard ni facilement, mais une fois présent, conserve gravité et fermeté, et en même temps une humeur agréable. Je vous invite d'ailleurs à suivre cette prescription pour le reste de cette rencontre. En écrivant mon article, j'ai cherché à établir quelles pourraient être ces prescriptions pour le covoiturage en tant que passager ou conducteur, et ce qu'elles concernent notre rapport à l'objet voiture ou aux autres covoitureurs. On pourrait penser que la voiture est devenue un objet de préoccupation pour l'homme qu'à partir de l'ère industrielle, mais Sénèque y fait déjà référence dans une de ses lettres à Lucilius, à savoir la 87e. Je le cite. « La voiture où je suis juché est un véhicule campagnard. Comme j'ai peine à accepter que ce véhicule passe pour être vraiment le mien. Elle dure donc toujours en moi, cette perversion d'avoir honte d'agir droitement. Chaque fois qu'un équipage un peu élégant vient à notre rencontre, j'ai beau m'en défendre, je rougis. Preuve que les principes que j'approuve, que je vante, n'ont pas encore en moi, chez moi, une base constante, inébranlable. Qui rougit d'un véhicule vulgaire, tirera vanité d'une voiture de prix. J'ai fait de piètres progrès, je n'ose pas encore être simple à la face du monde, je continue à m'inquiéter de l'opinion des passants. »
J'ai également été amené à réfléchir à l'application de la philosophie stoïcienne au travers de ma pratique quotidienne du covoiturage, et me suis donc intéressé aux différents exercices spirituels, au sens de celui introduit par Pierre Hadot, qui pourraient être pratiqués à l'occasion de cette activité, comme la préméditation des mots ou la contemplation des vertus, pour n'en citer que 2 exemples. En essayant d'appliquer des principes philosophiques vieux de plus de 2000 ans à une activité moderne, ça nous permet de rendre plus concret certains principes théoriques, comme par exemple celui d'appropriation, oikeosis en grec, vu au travers de l'exercice des cercles de Hiéroclès. Et ainsi, en réfléchissant à leur application pratique, cela partit de l'actualisation du stoïcisme et de son adaptation au monde contemporain. J'espère que la lecture de cet article a été ou sera intéressante et enrichissante pour vous, et surtout propice à vos propres réflexions sur la manière d'appliquer à nos enjeux contemporains cette philosophie qui, bien que née dans l'Antiquité grecque, reste toujours pertinente selon moi aujourd'hui. Merci de votre attention et d'avoir conservé jusque-là gravité, fermeté et humeur agréable. Merci Jérôme. Merci beaucoup à vous tous. J'ouvre maintenant les questions à la salle. Si vous avez envie de réagir à l'un ou l'autre de nos interventions, ou bien poser toute question qui vous passe par la tête de nature philosophique si possible. Mais on vous répondra avec plaisir. Et d'humeur agréable, j'espère. Absolument. Oui. Oui, je voudrais savoir, bon, j'anime un café philo, si justement, c'est pas une partie de leur rendre vivant. Évidemment, il n'y a pas que des stoïciens dans les cafés philo, mais c'est déjà je pense qu'effectivement, pour pratiquer, comme disaient un de vos intervenants, je pense qu'il faut se retrouver. Alors, moi, je pense quand même que les cafés philo permettent en partie en tout cas, quand on évoque cette théorie, et puis il y en a plein d'autres, mais quand même fait partie d'une base de travail de toute façon. Est-ce que vous pensez que le discours philosophique d'échange est à la base, bon, il est philosophique bien sûr, mais particulièrement quand même un peu stoïcien aussi ou pas? Je peux répondre peut-être avec l'expérience que nous sommes en train de vivre à Stoa Gallica. C'est-à-dire que bon, ça a été fondé en 2017. On a commencé à créer du contenu. À partir de 2020, on a eu un site internet, une chaîne YouTube. On a commencé à organiser des rencontres. Ça nous a semblé répondre à un besoin de se rencontrer. On a commencé avec ces journées stoïciennes, Stoicon X Paris, donc qui ont eu lieu en 2021, 2022, 2023. Et puis, on s'est rendu compte que se rencontrer une fois par an, ça ne suffisait pas. Et donc, il fallait créer des lieux d'échange et de rencontres plus réguliers. D'où cette idée, en 2024, de commencer à créer des portiques locaux. Donc, des lieux de rencontres et d'échanges plus locaux. À Paris, Jean-Baptiste a créé le portique de Paris. À Lausanne, j'ai créé le portique de Suisse romande. À Montréal, un autre membre de Stoa Gallica, Sylvain Margot, a créé le portique de Montréal. Et on espère continuer dans les années à venir, justement pour permettre d'avoir des échanges plus réguliers. Jean-Baptiste, tu pourras compléter ensuite avec cette expérience qui dure depuis quelques mois déjà, et dont certains font partie de ce portique dans la salle ici aujourd'hui. Moi, en tout cas, mon expérience à Lausanne, c'est effectivement que ça permet de se rencontrer régulièrement, permet de créer des liens forts, une certaine communauté, et donc de pouvoir échanger sur nos pratiques, effectivement de manière dialogique, non pas un maître et ses élèves qui écoutent, mais en échangeant sur à la fois notre compréhension du stoïcisme, et là, dans la compréhension du stoïcisme, il peut y avoir des personnes plus expertes que nous, qui ont passé plus de temps à étudier, à lire les textes stoïciens, et qui peuvent aider les autres à avancer dans leur compréhension du stoïcisme. Par contre, là où l'expérience de chacun est utile, quel que soit son niveau de progression, finalement, c'est dans l'expérience, dans la mise en pratique. Comment est-ce que ces exercices spirituels, par exemple, dont parlait Ali, comment est-ce que chacun va les mettre en pratique dans son quotidien, dans telle ou telle circonstance? Et là, chacun a apporté quelque chose, et donc le modèle du café philo peut être très intéressant dans ce cadre. Ouais, et pour les coordonnées donc, des portiques, on les trouve sur votre site? Oui. Enfin, je me demande si quand même il n'y a pas une différence entre le café philo et les initiatives stoïciennes. Parce qu'il y a quand même une dimension dans les initiatives stoïciennes qui consiste à travailler sur soi, alors que dans les cafés philo, il y a travailler sur l'idée. Pas forcément. Ok, très bien. Ouais. Mais d'accord, il y a en tout cas cette idée, il me
semble peut-être un peu plus forte de travail sur soi. Évidemment, en travaillant sur les idées, on peut aussi travailler sur soi, mais il y a... ok. Donc ça dépend là des animateurs. Ça dépend des Vous avez animateurs. Alain Et ça Théo, dépend- complètement sur les idées, oui, mais si vous avez quelqu'un qui est dans une pratique pas forcément stoïcienne, moi je suis plutôt artiste, je suis un animateur, pour moi il y a l'émotion, il y a la pensée, tout ça se mélange, donc ça dépend aussi beaucoup des animateurs, tout simplement. Moi, c'est vrai qu'à Paris, en général, dans nos cafés philo, on fait une introduction qui consiste à dire que c'est un café de philosophie pratique. Ce que je distingue des cafés de philosophie que j'avais pu faire à l'époque à Strasbourg notamment, mais où c'était pas forcément ce qui répondait à moi, à mes attentes, où je cherchais aussi de la pratique d'exercice spirituel, de la discussion autour de la pratique, etc. Et nous, on aime bien présenter avec Olivier du coup, le café philo comme un peu un laboratoire de philosophie expérimentale où on va actualiser, chercher à créer de nouvelles pratiques et voir est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'on tape complètement à côté, ce genre de choses. Et pour la dimension sociale, je vais parler de mon expérience aussi, mais avant de faire le café en présentiel, physique, on a animé un café en ligne. Donc c'était une expérience totalement différente, une autre dynamique, un autre rythme. Mais on ne voyait pas les gens, par exemple. Et moi, à titre personnel, je me sens un peu plus enthousiaste à l'idée d'aller à la prochaine rencontre du café. Et une fois que j'y suis, il y a un côté très satisfaisant aussi à voir les gens et à créer du lien. Ce qu'on n'avait pas forcément en ligne, on l'avait différemment. C'est assez différent. C'est pas totalement inutile en ligne, mais c'est une autre démarche. Quand il y a eu le Covid, j'en ai fait un ou deux en ligne, Ouais. ça n'avait rien à voir. Ah, pareil. C'est beaucoup plus qu'au présentiel. Ouais, et puis je pense que la dimension sociale est importante pour un peu populariser le mouvement. Si je trouve ça suit complètement C'est l'expérience totale, le sinon stoïcisme. on reste encore dans le texte. Voilà, donc je pense que c'est très important. C'est pas pour refuser en ligne, mais c'est vrai que je trouve que c'est le vécu qui est important. Dans les rencontres qui sont organisées notamment par Stoa Gallica, il y a souvent des petits tours de présentation. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que quand les gens se présentent et qu'ils racontent comment ils ont découvert le stoïcisme, c'est jamais en cours de philo. C'est toujours par des hasards de la vie, souvent des livres. Et donc, moi, ça me frappe beaucoup parce que... alors, c'est mon cas, effectivement. Moi, je suis pas en cours de philo en terminale, je suis passé complètement à travers. Le seul contact que j'ai eu avec le stoïcisme, c'était en cours de latin, avec Sénèque, mais j'avais même pas perçu la dimension philosophique, en fait, à l'époque. Et donc, je me demandais quelle action serait possible pour que le stoïcisme soit davantage enseigné au lycée, en fait. Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits? Parce qu'il me semble que cette dimension sur laquelle vous avez tous insisté et qui est l'objet du livre, qui est en fait que c'est pas simplement quelque chose de théorique, mais que l'intérêt du stoïcisme, c'est vraiment dans la pratique. En fait, passer à côté de ça quand on reçoit un enseignement en philo, c'est vraiment dommage. Peut-être que Olivier, qui enseigne au lycée, pourra répondre. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose de ma propre expérience. J'ai commencé ces derniers mois à la demande de profs de lycée en Suisse à intervenir dans les lycées. J'ai donné plusieurs... je n'ai pas appelé ça des cours parce que ce n'était pas vraiment des cours, mais je suis intervenu plusieurs fois pour présenter le stoïcisme comme mode de vie, justement, en ajoutant des exercices. Il y a non seulement un cours, une dimension théorique, mais aussi une dimension pratique avec l'ajout d'exercices. Comment est-ce que des élèves de 16, 17, 18 ans peuvent finalement essayer de s'approprier certains exercices pour réfléchir sur eux-mêmes, sur tout un tas de dimensions de leur vie, de leur existence. Et ça a plutôt bien fonctionné de mon point de vue. Les profs ont parfois des réticences parce que ça demande un engagement beaucoup plus personnel de présenter ce genre d'exercice, de faire ces exercices aux élèves, de partager, discuter de questions parfois très personnelles. Donc ils ont trouvé très confortable de faire appel à quelqu'un d'extérieur, moi en l'occurrence, qui venait pour quelques séances pour représenter, on va dire, le mode de vie stoïcien. Et les élèves comme les profs étaient tout à fait satisfaits. Mais ça demande une autre manière d'enseigner la philosophie, qui intègre la dimension pratique et la pratique d'exercices philosophiques spirituels, à la manière de Hadot. Et voilà. Et donc mon expérience, ma petite expérience pour l'instant, fonctionne
fonctionne assez bien et montre que c'est possible. Mais peut-être que Olivier, tu as une autre perspective, toi qui enseignes régulièrement. Je suis un très mauvais exemple parce que mes pauvres élèves mangent du stoïcisme du début à la fin. Non, mais en fait, je pense que le problème, c'est que déjà les profs de philo sont assez mal formés finalement sur le stoïcisme, qui est quand même une philosophie faussement simple. Donc on peut, le manuel d'Épictète, c'est un best-seller des classes de terminale, ça, et je crois que c'est l'existentialiste et l'humaniste de Sartre, c'est vraiment les livres ou les lettres d'Épicure. Mais en général, les profs de philo qui ne connaissent pas très bien le stoïcisme s'en méfient, parce que soit ils le regardent avec dédain en disant bon, bah, c'est du développement personnel exactement, et puis bon, aujourd'hui on ferait de la sophrologie ou du yoga, ce serait pareil. Ou soit s'en méfient parce qu'ils ont compris quand même pour beaucoup qu'il y avait une dimension théorique très très forte et qu'ils ne se contentaient pas de dire bon ben voilà, accepte les choses et comme disait très bien tout à l'heure Flora, sois stoïque. Et évidemment on peut pas rentrer dans cette caricature, et beaucoup de profs je pense le savent, et soit par ignorance de la doctrine, soit par méfiance se détournent à mon avis de cet enseignement. Et c'est pour ça que c'est bien aussi, c'est important des initiatives comme la tienne, Maëlle, comme celle de Stoa Gallica, comme la tienne, Jean-Baptiste, de le rendre plus accessible, d'autant que depuis le Covid, le nombre de vidéos sur le stoïcisme, vraiment ça a explosé quoi. Maintenant il suffit juste de taper stoïcisme sur YouTube et le nombre de vidéos générées par intelligence artificielle, je crois que tous les jours, il y a comment s'appelle ce prof de philo sur Monsieur Phi qui a fait une vidéo sur le stoïcisme là, qui est sortie il y a un mois. C'était hallucinant quoi. Il montrait que tous les jours il y avait des centaines de vidéos sur le stoïcisme qui sortaient, et voilà, il y a un emballement, il y a un engouement. Maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est que ce soit plus axé développement personnel que théorique. Voilà, bon, en même temps, ça fait comme de la pub, il n'y a pas de mauvaise publicité quand même. C'est une manière d'entrer dans le stoïcisme. Ensuite, oui, il faut bien rentrer, il faut bien rentrer par une porte. Le risque, c'est de la récupération quand même, peut-être. Ouais, et puis mais il y a aussi un gros business, je pense. Il y a une chaîne américaine, c'est pas un YouTuber ou un TikToker, Ryan Holiday, qui alors lui est devenu Ryan Holiday, Daily Stoic. Ouais, voilà, Daily Stoic. Ouais, non, mais ça, c'est un gros business. Donc je suis pas le bon prof de philo à qui demander de faire plus de stoïcisme. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Olivier. Une question pour Madame Bernard. Comment vous faites le pont entre le monde du travail de l'entreprise et la philosophie, qui peuvent sembler assez éloignés? Comment convaincre en fait vos clients qu'il y a un intérêt et il y aura un vrai impact derrière, un retour sur investissement, si je veux prendre l'entreprise? Ouais. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Ça fait 12 ans que je fais ça. Donc au début, ça n'a pas été simple parce qu'en effet, on a tendance à penser que ce sont deux mondes complètement différents. Et en fait, ce que je cherche à montrer, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre pensée et action. Parce que ce qu'on pense de quelque chose influence ma manière d'agir, et nos expériences, notre vécu influence notre manière de penser. Et donc dans le monde du travail, qui serait le monde de l'action, versus, je caricature un peu, pour voilà, le monde du travail qui serait le monde de l'action, le monde de la pensée ou de la philosophie, voilà, qui serait le monde de la théorie, ont tous les deux quelque chose à s'apporter. Et donc pouvoir prendre du temps dans le monde du travail pour penser les principaux concepts autour du travail, la coopération, la confiance, la performance. Enfin, moi, je réinterroge philosophiquement tous les mots qu'on utilise en entreprise et qu'on utilise parfois de manière tellement fréquente qu'on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire, en fait, ces mots-là. Chacun y va de son concept en pensant que c'est très clair pour l'autre, et en fait, c'est pas du tout clair. Et ça, en fait, d'abord, je pense que les gens ont énormément besoin de prendre ces temps pour penser ensemble. Ça fait du bien, au plus bas niveau, ça fait du bien. Et puis après, voilà, si on
si on pratique régulièrement les ateliers philosophiques dans les organisations, ça peut même changer les relations, changer le rapport au travail. Et encore une fois, il ne s'agit pas juste de se dire, les choses sont comme ça et je n'y peux rien, mais c'est aussi une manière de regagner du pouvoir d'action sur des situations parfois où on a l'impression qu'on subit. Et ça, c'est peut-être le lien aussi avec le stoïcisme, qui vise vraiment, à mon sens en tout cas, à aider à regagner du pouvoir d'action pour ne pas subir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions encore ? Si ce n'est pas le cas, je peux simplement conclure avant qu'on puisse passer au moment dédicace. Et il y aura des exemplaires en vente à l'entrée pour ceux qui n'ont pas encore le livre ou qui souhaitent l'offrir à un proche. J'aimerais conclure avec les activités de Stoa Gallica, justement, donc cette association créée en 2017, dont on a parlé à plusieurs reprises déjà aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y a de la création de contenu régulièrement sur le blog de Stoa Gallica, sur la chaîne YouTube. Il y a une formation en ligne qui est sur le point de voir le jour dans quelques semaines. Il y a ces lieux d'échange et de rencontres qui sont en train finalement de grandir et d'essaimer un petit peu partout en France et au-delà. Donc pour vraiment favoriser ces rencontres, ces moments de partage et d'échange autour du stoïcisme et de sa pratique. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant, à rester informés. On a une newsletter, vous pouvez vous rapprocher des personnes, si vous habitez à Paris ou près d'un portique, vous rapprocher des personnes responsables. Et puis finalement, je dirais que ce que permet Stoa Gallica de manière plus générale, non seulement par rapport à la philosophie stoïcienne, mais par rapport à la philosophie en général, c'est de rendre visible un petit peu plus cette conception, cette manière de faire de la philosophie, qui est la philosophie comme manière de vivre. Donc à la manière de Pierre Hadot, on a commencé avec Pierre Hadot, vivre en stoïcien, vivre en philosophe, finalement, et avec une perspective qui est celle du stoïcisme, mais finalement une ouverture pour tous ceux qui nous côtoient, viennent à nos rencontres, une ouverture vers la philosophie comme manière de vivre, et donc d'autres écoles philosophiques également, surtout au-delà de l'université uniquement, en étant ouvert vraiment à tout public, à tout un chacun. Et d'où l'intérêt, la raison, c'est de la création de cette association, une association qui rassemble tous ceux, toutes celles qui souhaitent essayer, tant bien que mal, de vivre en philosophe aujourd'hui, au XXIe siècle. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être venus. Donc, à l'entrée, si vous souhaitez, il y a des livres. Nous avons également quelques boissons. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica. Merci pour votre écoute.